Moi, je m'appelle Fernande Desgagnés. Je suis natif de l'île aux Côtes. J'ai 91 ans. J'ai vu pas mal de choses. Moi, je suis née à l'hôtel Saint-Bernard. Une famille de 12, 6 garçons, 6 filles. Je suis la 6e de la famille. À l'hôtel Saint-Bernard, c'était une maison familiale. On était une famille de 12 enfants, plus le père et la mère. Puis, on était 14 à la table pour manger. Ça veut dire que nos parents, ils faisaient toujours le même, seulement qu'une recette à la fois. Soit un rôti de porc frais avec des petites patates jaunes, ou une soupe avec du beurre lait. Ensuite, le dessert, ben là, c'était seulement un bon dessert. Soit une tourtière, un pâté aux pommes, une tarte aux pommes qui appelait dans ce temps-là, ou une tarte au sucre, mais il fallait que tout le monde mange la même chose. Quand on a été élevés, là, nos parents, là, ils ne pouvaient pas aller chercher de la viande chez un boucher, ils n'avaient pas. Fait que tout le monde était presque toute la même, faisait toute la même chose. Ils élevaient leurs vaches, il y avait leurs vaches qui donnaient du lait, on avait la crème, on avait le beurre. Après ça, on avait des poules qui donnaient des œufs. On avait des porcs que l'automne qui faisaient boucherie. Ils tuaient le porc, puis là, tout le monde, on faisait notre boudin, on faisait nos crotons, on faisait la tête fromagée. Puis là, on achetait de la viande pour faire des pâtés, des pâtés croches là, que tout le monde aime. Ensuite, on avait après ça, il fallait faire boucherie. Quand on faisait boucherie, les poules qu'on avait gardées, qui nous donnaient des œufs durant l'été, c'est ceux-là que nos parents tuaient l'hiver. Des fois, ça nous faisait de la peine. Mais on n'avait pas le choix. Fait que tout le monde était... Je pense que tout le monde était pas mal pareil. Il fallait faire attention. On était toutes des grandes familles, puis il fallait se nourrir. Fait que il n'y avait rien qui pouvait se perdre quand on réussit à le faire, à savoir le faire. Tout se mange, puis tout se fait. Non, il ne faut pas avoir peur de l'ouvrage. Mais l'ouvrage ne fait pas mourir. Quand on est capable de travailler, on travaille. Quand on n'est plus capable, ben là, on fait ce qu'on peut. Disons que je suis un peu malcommode pour ça, là, parce que je voudrais trop en faire, malgré que j'en fais encore déjà un peu, là. Mais là, j'ai monté mon métier, j'ai tissé, je tricote, je fais du savon d'habitant. Après ça, j'ai fait mon jardin. Les boucheries, le mois de novembre, là, c'est le temps de faire les boucheries. C'est le temps de tuer les cochons, tuer les bœufs, puis moi, j'aimais pas ça. J'ai dû attendre le cri des porcs, quand les cochons, J'avais un de mes oncles qui demeurait, on l'appelait mon oncle Pete. Il arrivait avec un grand couteau pointu à boucherie. Puis quand je le voyais arriver, j'aimais pas ça. Je partais et j'allais me cacher dans la chambre. Je savais là, que c'était pourquoi qu'il venait. Fait que là, tout d'un coup, j'attendais crier. Oh mon Dieu. Puis là, ça prenait quelqu'un pour aller avec une chaudière pour aller ramasser le sang du porc pour faire le boudin. Puis là, il fallait faire le boudin. Le boudin, j'aimais ça, voilà. Quand nettoyer les tripes, là, c'est des boyaux qu'on appelle, je pense. Là, il fallait prendre le boyau, là, puis là, on le mettait sur une planche, puis on prenait un couteau, pas un couteau tranchant, parce que là, on l'aurait pu défoncer les trous dans le boyau, là, hein. Fait qu'il faut y aller délicatement pour enlever ce qui n'était pas bon. Fait que ça, il fallait que ça soit qu'il reste rien. Il
Fallait que ça soit clair, clair comme un papier de soie, le boyau. Puis quand il était bien nettoyé, on le passait un peu dans le vinaigre. Moi, je mettais toujours quelques gouttes de vinaigre pour le désinfecter. Puis là on soufflait dedans pour voir s'il y avait des trous. On donnait le bout à l'autre, là, puis là, on soufflait chacun notre tour dans le boyau pour voir s'il y avait des petits trous avant de mettre le sang. Dans le cochon, on ramassait la tête, on ramassait le sang, on ramassait les pattes, la petite pince. Puis on ramassait après ça le gras, une espèce de filet, comment ils appelaient ça, je ne me rappelle plus. La coiffe. Le leurre, oui, le leurre salé pour faire des gruyères. Ça, mon père, là, il y avait une jarre en grès, qu'on appelle, je sais pas trop. Puis, on mettait un rang de gros sel, un rang de lard, mais il ne fallait pas qu'il soit entrelardé. Puis, aller jusqu'en haut. Puis là, il faisait ça à peu près. Il laissait faire à peu près un mois ou deux pour que le sel pénètre dans le lard, pour le saler. Là, il ajoutait une saumure. Là, on mettait du sel dans de l'eau pour voir si la saumure était assez forte. On prenait un œuf, puis si l'œuf montait au-dessus de la saumure, car il restait là ça voulait dire qu'elle était assez forte. Je travaille à l'épicerie chez Paul comme employée depuis un certain nombre d'années. Je suis rentrée ici, je suis restée ici. On cuisine à partir de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Dans l'après-midi, on cuisine selon la demande. Parce qu'on ne sait pas l'achalandage, on ne connaît pas l'achalandage. On connaît notre produit, mais on ne connaît pas l'achalandage. On ne connaît pas la demande, ce qui nous amène à être prudent quand on cuisine. On veut offrir du frais à toute heure du jour. C'est ce qui nous amène à faire une rotation. C'est aléatoire. Il n'y en a plus, il va en avoir. Il n'y en a plus aujourd'hui, il va en avoir demain. La journée typique de G-Paul, le matin, on s'est dit tantôt qu'on commençait avec des tartes, des pâtés. Il vient joindre à ça les brioches maison qu'on fait ici. C'est recette typique aussi, c'est la recette de notre mère. Ensuite, il y a du pain maison aussi, qui est recette familiale. Dans la journée, les filles en arrière de la cuisine, ils vont souvent cuisiner d'autres choses. Ils vont cuisiner du ketchup aux fruits maison, du croton. Ils vont faire de la sauce de spaghetti. Après ça, bien, on va continuer dans la journée avec des pêtes de sœur, des biscuits. On fait des biscuits à l'avoine. Avoine et date, avoine de raisin, avoine choco. Des biscuits bananes chocolat. On fait de la danoise, on a du gâteau, on a toutes sortes de choses pour que les gens soient capables d'avoir une variété de produits pour faire des pique-niques. Souvent, les gens, en entrant, l'odeur les captive. Il y en a même qui partent sans payer leur essence parce qu'ils ont oublié. Ils ont été trop pris dans l'odeur, Ils nous voient cuisiner aussi, hein? Ils nous voient faire, fait qu'ils nous demandent qu'est-ce que vous faites. Ils nous voient mettre les produits sur la balance. Qu'est-ce que vous avez là, madame, dans votre pâte? Et ils rentrent dans notre chimie un peu, à un moment donné. On a une belle équipe. On a une équipe qui travaille en arrière. On n'est pas toute seule là devant, on a une équipe en arrière. Mais c'est une chaîne, hein? C'est une chimie. Fait que nous, on travaille avec cette chaîne-là, cette chimie-là, puis on fait avec les employés qui sont là en place. On a la réputation pour servir du frais. Fait qu'il faut s'organiser pour avoir du frais. Autant dans le produit qu'on va servir chaud qu'un produit qu'on va servir froid ou peu importe.
Ça s'est comme tout le temps fait, du pâté croche. Dans les grandes familles, comme dans les petites familles, il y avait tout le temps du pâté croche à l'heure des repas. C'est ce qui a amené une tradition ici à l'île. Nos parents cuisinaient du pâté croche, mais en certaines périodes de l'année. Parce qu'on comprend que dans les années en arrière de nous, on recule de 25, 30, 40 ans, il n'y avait pas de congélateur à chaque maison. C'était des laiteries pour l'hiver. Ils devaient garder les viandes congelées dans la laiterie. S'il y avait un redout dans l'année, dans l'hiver, ou ce qui était obligé de conserver les viandes à la cuisson, stérilisation dans les genres maçons, il était obligé de cuire le porc parce qu'il le faisait juste au porc. Là, il n'y avait plus de pâté croche parce que la viande était cuite pour la conservation. Le pâté croche, c'est une viande de porc haché. Elle est marinée avec du sel, du poivre, des oignons, un tout petit peu de patates émincées qui ressemble vraiment à un petit grain de riz en liaison avec la viande. La recette typique, c'est la viande crue dans la pâte crue. Fait qu'au moment où il n'y avait plus de viande crue, c'était difficile de faire des pâtés croches. D'où vient la tradition d'un pâté croche? Il était tout petit. Puis les deux bouts se rejoignaient comme un croissant. C'est ce qui lui donnait son nom d'après sa forme. Puis il cuisinait le pâté croche pour les réceptions. Il faisait tout dans le temps aux maisons. Les baptêmes, les fiançailles, les mariages, les fêtes d'anniversaire. Il y avait une fête à faire. Le pâté croche était à l'honneur. C'est lui qui rentrait le premier sur le menu. Il le présentait en entrée. Il y avait de la fantaisie aussi dans le temps, hein? Il y avait des grandes familles, mais il y avait aussi un savoir culinaire de faire, puis une manière de recevoir qui restait la fierté des maisons. Il présentait le pâté croche comme ça. Mais il était pas gros, il était tout petit. C'était un petit pâté en entrée. C'est son nom, sa forme. Selon encore les maisons ou les personnes, il y en a qui vont faire une pâte ébouillantée. Il y a des gens qui vont faire de la pâte à l'eau. Des gens qui vont faire de la pâte au lait. Mais dans le temps, quand on parlait du porc tantôt, là, les gens, là, quand ils dépassaient le porc, souvent, ils allaient ramasser le gras. Ils faisaient fondre le lard pour avoir du saindoux. Fait qu'ils faisaient la pâte à partir vraiment du saindoux qu'ils avaient récupéré. Aujourd'hui, on met du tenderflake ou du Crisco, mais eux autres, il y avait la graisse du porc. Mais tout dépendant des familles ou des personnes, chaque personne avait sa recette de pâte. C'est ce qui faisait l'exclusivité d'aller manger à quelque part ou d'aller manger. Quand on allait chez nos tantes, c'était quelque chose. Quand on allait dans une autre ma tante, c'était autre chose. Chaque personne avait son art culinaire à elle, dans le fond, pour recevoir ses familles. C'était typique à chaque maison. Pour faire la petite panse, premièrement, ça prend, bien entendu, la petite panse. Mais il y a une étape première à faire. Il faut la dédoubler. Il y a une partie intérieure qu'on vide. C'est l'estomac de porc qu'on appelle. Là, un coup qu'elle est vidée, on la lave. Puis là, il faut la séparer. C'est comme deux pots qui se séparent. Il y a une peau qu'on jette, puis une peau qu'on garde. La peau qu'on garde, c'est elle qu'on va bourrer avec une farce de patates. Des patates en petits cubes avec du porc haché, des oignons, du sel, du poivre. Un coup qu'on a fait la farce, puis que la petite panse a été nettoyée, lavée, passée au savon, un peu dans le vinaigre. On sait qu'elle est toute propre, toute bien nettoyée. Là, on va rentrer la farce dans la petite panse. Un coup qu'elle est toute bien remplie, on va la coudre. Un coup cousu, on va aller la porter dans le chaudron. Puis là, on va l'installer avec du sel, du poivre. À l'occasion, on va mettre des lardons. Mais maman, elle faisait ça avec des gigots de porc. Des gigots de porc tout autour qui donnaient un peu de gras aussi pour la cuisson, à aider à cuire. Des lardons sur le dessus ou en dessous. Tout dépendant des maisons des familles. Puis ça prend au moins 4-5 heures à cuire. Fait que si on voulait l'avoir pour dîner, il fallait la rentrer dans le four pas plus tard que 7h30, 8h le matin pour qu'elle soit prête le midi pour manger. Fait que ça s'accompagnait d'une... Souvent, on allait l'accompagner avec des légumes maison avec les jardins qu'on avait. On ramassait des légumes, on faisait des macédoines. On servait des macédoines avec ça, ou du poulet ou du porc. Puis il y a des gens qui mangeaient juste la petite panse. Mais les grandes familles, on pouvait pas
dit on va manger juste ça. Il fallait l'accompagner avec autre chose. Mais c'était une portion pour chaque personne. Ça, il fallait assurément être sûr qu'elle était assez grosse pour que tout le monde... Ou on avait des portions plus petites, ou on avait des portions plus grosses. Mais il fallait que tout le monde y en ait. Moi, je savais pas que je ferais ça dans la vie, là. On était des grandes familles. Chez nous, on est 9 enfants. Avec le père, la mère, on était 11. C'est sûr qu'on a vu cuisiner beaucoup. Puis on a prêté main forte à la cuisine. Mais quand j'ai commencé à travailler, on a commencé à travailler dans le restaurant. Mais je pensais pas que je ferais ça toute ma vie. Mais c'est ça. J'ai pas connu autre chose que ça. Mais moi, j'ai pas été à l'école pour apprendre qu'est-ce que je fais, là. Je l'ai appris de mes parents, puis on n'a pas de livre de recettes non plus. Fait que c'est le pâté de ma tante, c'est le ketchup de ma belle-sœur, c'est la recette de gâteau aux fruits d'une amie, c'est le muffin de ma belle-sœur, c'est le croton de maman, c'est la brioche de notre mère, c'est le pain aussi, c'est toutes des recettes familiales qu'on a. Nos avoirs sont venus de notre famille, de nos parents. Ils nous ont transmis cette chimie-là, de dire que si... Ma mère disait, si ça mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Fait qu'on à tous les jours, moi, je me le répète à chaque fois, là. À tous les jours, je me le dis. Aussi bien de le faire comme il faut que de le faire tout croche. Fait qu'on a cette chimie-là, que le matin, on arrive, puis on s'installe là, pour faire la routine. On n'a pas l'impression que c'est long, on n'a pas l'impression que c'est court, on n'a pas l'impression de rien. On a l'impression de faire ce qu'on a à faire à chaque jour, avec le savoir-faire qu'on a. Nous, on l'a eu, la chimie. Ça nous a été transmis, ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là, aujourd'hui, on est en train de s'échouer parce qu'on n'a plus personne à qui les transmettre. Ça s'en va tranquillement, pas vite. Puis ici, après nous, je sais pas. On essaye bien d'avoir de la main-d'œuvre pour être capable de transmettre qu'est-ce qu'on voudrait transmettre, mais c'est impossible. Moi, je regrette rien, mais pas pantoute, là. Je changerais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait hier, puis ce que je vais faire demain. Parce que j'aime encore ça. Il est quelque part une grève au beau milieu du Saint-Laurent, où la vie, l'amour et le rêve ont rendez-vous avec le vent. Île jolie, île de rêve, trésor de paix et de beauté. Île jolie, île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. En vain cherche-t-on des noisettes, c'est dit-on l'île aux coudriers. Y a bien des beaux gens, ça embête, c'est peut-être une farce à quartier. Île jolie, île de rêve, trésor de paix et de beauté. Île jolie, île de rêve, qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Lorsque vous aurez de la peine, des tracas, beaucoup de soucis, venez dans cette île où l'on aime, c'est un vrai coin de paradis. Île jolie, île de rêve, où la joie fleurit la beauté. Île trop belle pour que s'achève les rêves bleus des nuits d'été. Île est trop belle pour que s'achève les rêves bleus des nuits d'été.